Bonjour, dans cette vidéo, on commence l'étude précise des équations de Navier-Stokes dans le mouvement fluide qu'est l'air ou l'eau, et c'est le chapitre donc 1.1. Alors, on va spécifiquement étudier l'air. L'air est un fluide essentiellement constitué de molécules libres qui bougent donc indépendamment et de façon libre les unes par rapport aux autres et s'entrechoquent de temps en temps. En majorité, ces molécules sont du diazote, donc une molécule formée de deux atomes d'azote, noté N2, pour 80%, 79% de l'air. Ensuite, l'autre partie, essentiellement, pour 20%, c'est du dioxygène, donc des molécules formées de deux atomes d'oxygène. Et voilà, on va considérer que l'air est donc un gaz parfait formé par ce mélange essentiellement de ces deux molécules. Gaz parfait signifie que ces molécules sont comme de petites particules qui se déplacent librement, donc en ligne droite en quelque sorte. Elles sont indépendantes les unes des autres et subissent entre elles des chocs, qui fait qu'à chaque choc, eh bien, l'énergie cinétique se redistribue entre elles. Donc une molécule qui va vite peut être ralentie par une autre et transférer son énergie à l'autre qui, elle, ira plus vite ensuite. Et de sorte que, au final, l'énergie totale du système, du gaz, donc, est conservée. Il y a seulement redistribution de l'énergie. Voilà, c'est ce qu'on appelle le modèle du gaz parfait en physique. Et cependant, bien que ça semble simple, c'est en fait assez compliqué, car il y a un nombre extraordinaire de molécules, même dans une petite enceinte, et ce nombre, à l'échelle humaine, est caractérisé par ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, qui est défini comme étant 6 fois 10 puissance 23, qui correspond donc à peu près au nombre d'objets qu'il y a dans une mole, par définition, mais ça correspond, il faut le savoir, à peu près au nombre de molécules ou d'atomes qu'il y a dans un objet de taille humaine. Alors, parlons maintenant de masse molaire, donc de la masse en grammes ou en kilogrammes du gaz. Eh bien, voilà, sachant que chaque atome d'azote comporte 14 nucléons et que la molécule de diazote est formée de deux atomes d'azote, il y aura donc 2 fois 14, 28 nucléons dans une molécule de diazote. Et par conséquent, pour une mole de molécules, c'est-à-dire 6 fois 10 puissance 23 molécules de diazote, la masse sera de 2 fois 14, 28 grammes. Ça, c'est voilà, la définition finalement du nombre d'Avogadro qui donne ce résultat. Et de façon similaire, la masse d'une mole de molécules de dioxygène sera de 32 grammes. Et donc, comme l'air est un mélange à 80% de diazote, 20% d'oxygène, eh bien, la masse d'une mole d'air en moyenne sera cette moyenne pondérée, ce qui donne, c'est donc entre 28 grammes et 32 grammes, ça donne précisément 29 grammes par mole. On considère maintenant donc un gaz de l'air qui est à l'équilibre. L'équilibre ne signifie pas que les molécules ne bougent pas, au contraire, elles sont agitées dans tous les sens, mais il n'y a plus de changement brusque dans la répartition des vitesses. Donc certaines vont vite, d'autres lentement, elles s'entrechoquent en permanence, elles échangent leur énergie cinétique, et il y a une distribution statistique qui s'établit, une sorte de désordre maximal, qu'on appelle la distribution du gaz parfait, de Boltzmann. Et voilà, et donc c'est un sujet assez compliqué qu'on étudie en général en Master 1, qu'on appelle la physique statistique, et qui permet d'établir la loi des gaz parfaits. Donc en annexe, on donne un lien où cette loi des gaz parfaits est démontrée, et ici on va l'expliquer. Alors l'équilibre statistique du gaz est caractérisé par une grandeur qu'on appelle la température, mesurée en degrés Kelvin, et une pression, mesurée en newton, une force par unité de surface, en newton par mètre carré, ce qu'on appelle aussi des pascals. Et on suppose qu'à l'équilibre, donc la température est uniforme
et la pression est aussi uniforme dans le gaz. Ensuite, au niveau des constantes, eh bien, on introduit la constante de Boltzmann, vous voyez, qui est très petite, qui vaut à peu près 10-23 joules par Kelvin. Et on la multiplie par le nombre d'Avogadro pour donner une constante, elle, de taille humaine, en quelque sorte, qui est 8,3 joules par Kelvin, qu'on appelle la constante R. Eh bien, on démontre la relation suivante, qui semble simple, mais en fait qui est vraiment extraordinaire et intéressante à démontrer, qu'on appelle la loi des gaz parfaits, qui est qu'à l'équilibre, eh bien, la pression P0 du gaz, divisée par la densité, donc la masse volumique, c'est-à-dire en kg par mètre cube, ρ0 du gaz, est égale à cette constante R fois la température en Kelvin, divisée par la masse molaire du gaz, en l'occurrence pour l'air, c'est 29 grammes par mol. Alors, une petite remarque, pour ceux qui ont déjà vu la loi des gaz parfaits, peut-être sous une autre forme, sous la forme PV égale nRT, eh bien on fait remarquer que dans la relation P0V égale nRT0, la masse volumique, ρ, c'est une masse par unité de volume, donc c'est M, la masse, divisée par le volume. La masse molaire, c'est la masse divisée par le nombre de moles. Et donc on peut réexprimer cette équation PV égale nRT, vous voyez, en disant que P0 sur ρ0, donc P0 d'après cette équation c'est nRT sur V, divisé par ρ0, mais ρ0 c'est M sur V, donc là il y a M sur V, les V s'en vont, d'accord, et il vous reste la masse M divisé par N le nombre de moles, donc la masse molaire, M, grand M. Et on retrouve bien P0 sur ρ0 égale RT0 sur M. Et voilà, je peux faire remarquer que cette formulation de la loi des gaz parfaits est préférable lorsqu'on étudie les fluides, parce que dans la suite, eh bien, voilà, lorsqu'on étudie un fluide, ce n'est pas un nombre fixé de moles. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la densité de matière par unité de volume. Et on préfère donc cette formulation. Alors on peut faire une petite application numérique pour fixer les idées. À température ambiante de 20 degrés Celsius, ça fait 20 plus 273, soit 293 degrés Kelvin. La pression atmosphérique, c'est 10 puissance 5 pascal, ça veut dire 10 puissance 5 newton par mètre carré, la pression qu'exerce l'air. Et bien, avec ces deux valeurs-là, de P0 et T0, et M, grand M, 29 grammes par mol, on peut déduire la masse volumique de l'air, et on trouve à peu près 1,2 kg par mètre cube. Et maintenant, pour étudier le mouvement de l'air, on va penser que l'air est un fluide et qu'en chaque point et à chaque instant, il est décrit par le gaz parfait. Donc en chaque point de l'espace, x qui aura trois coordonnées, x1, x2, x3, et en chaque instant t, eh bien, il y a en ce point x et à cet instant t, une certaine valeur de la pression qu'on va noter P avec une lettre grasse comme ça. Et une certaine aussi densité, masse volumique, qu'on va noter ρ de xt. Et que de plus, en moyenne, toutes ces molécules se déplacent avec une certaine vitesse qu'on va noter V de xt. Donc on aura un champ de pression, un champ de densité et un champ de vitesse. Alors bien sûr, la vitesse locale du fluide, V, est reliée à la position x qui dépend du temps. V, c'est tout simplement dx sur dt, c'est la vitesse. Et donc ce qui sera important pour nous, c'est d'écrire l'accélération du fluide, donc la dérivée de V par rapport à t. Alors, comme V, on a écrit que V, le champ de vitesse, dépend de x et de t, mais x lui-même dépend du temps, d'accord, parce que c'est la position des molécules qui se déplacent, enfin d'un groupe de molécules plutôt. Et bien l'accélération qu'on notera avec un grand D, dv sur dt, c'est la dérivée de cette fonction v par rapport au temps, mais sachant que c'est v de x qui dépend du temps et aussi du temps. Voilà, une fois qu'on a comme ça écrit l'accélération du fluide, eh bien on peut écrire les équations de Newton, la formulation initiale, c'est m fois l'accélération d'un objet, c'est la somme des forces qu'il subit. Or,
Un fluide, lui, subit des forces, parce qu'à l'intérieur, il y a des pressions, la pression. Et la pression, c'est une force par unité de surface. Alors, cette force de pression est isotrope, elle est la même dans toutes les directions. Et en général, si la pression est constante, eh bien, les forces s'annulent parce qu'elles sont autant dans un sens que dans l'autre. Mais ce qui va être important, c'est la force résultante et qui correspond donc aux variations de pression. Précisément, c'est donné par le gradient de pression. Si la pression augmente dans une direction, ça signifie qu'il y a une force opposée. Et donc finalement, l'équation de la dynamique de Newton pour le fluide par unité de volume s'écrit comme la masse par unité de volume, donc la masse volumique ρ, fois l'accélération dv sur dt égale moins gradient de la pression. Alors sous cette forme-là, c'est ce qu'on appelle l'équation de Euler du fluide. Ça a une apparence très simple, mais il faut savoir que c'est une équation qui est très complexe, très difficile à résoudre en général, voire impossible à résoudre, car elle est non linéaire. Vous voyez, les inconnus, c'est ρ, v et p. Et lorsqu'on cherche à la résoudre numériquement ou lorsqu'on cherche à observer le comportement d'un fluide qui est régi par cette équation de mouvement, on s'aperçoit qu'en effet, le comportement est très complexe. Il y a du chaos, de la turbulence, des choses qui semblent imprévisibles. Voici par exemple des images. Vous pouvez cliquer là pour voir des vidéos, mais ici on voit de l'air avec la poussière éclairée. Ça permet de voir les mouvements de l'air et on voit des tourbillons qui se forment de façon très complexe. Et là, c'est un autre dispositif pratique pour voir les mouvements de l'air, qu'on appelle l'effet Schlieren. Voilà, si vous cliquez là, vous voyez des vidéos intéressantes. Voilà, je vous conseille à aller voir différentes vidéos qui sont ici. Alors, on continue l'explication. Donc, l'équation de la dynamique, c'est l'équation de Euler, qui correspond à l'équation de Newton pour le fluide. Mais ça ne suffit pas. On va rajouter une équation très importante qu'on appelle la formule de Laplace. Alors pour l'obtenir, on ne va pas l'expliquer ici, mais ça s'obtient très bien dans un cours en cours de physique statistique. On va supposer que les variations du fluide sont adiabatiques. Cela signifie que à tout moment, l'équilibre statistique est obtenu en tout point du fluide. Donc il y a une sorte de mélange total qui est présent entre les molécules. Et on caractérise ça par le fait que l'entropie est conservée. Et on démontre que ça implique cette formule-là, d'apparence assez simple, qu'on appelle la formule de Laplace, qui fait intervenir la pression P, donc qui est une fonction, c'est la pression P de xt, la masse volumique ρ de xt, une constante, et une autre constante gamma, qu'on appelle l'indice adiabatique, et qui précisément vaut 1 plus 2 sur 3 plus 2. Alors j'explique les chiffres. Donc le résultat, ça fait 7 cinquièmes, mais j'explique les chiffres. Ce 3-là correspond aux 3 dimensions de l'espace. Il vient du fait que les molécules de l'air se déplacent dans l'espace R3. Si on faisait un modèle imaginaire dans l'espace R4, il faudrait mettre un 4. Et ensuite, le chiffre 2 ici correspond au fait que les molécules diatomiques, vous voyez, c'est comme des petits axes qui peuvent s'orienter dans l'espace. Et l'orientation est déterminée par 2 angles. En coordonnées sphériques, c'est θ et φ. Et donc, il y a encore 2 degrés de liberté d'orientation pour ces molécules qu'il faut rajouter. Ça nous fait donc 3 plus 2 ici. Par exemple, si vous étudiez un gaz constitué uniquement de molécules monoatomiques, eh bien, il n'y aurait pas ces 2 degrés de liberté supplémentaires, et donc l'indice adiabatique gamma serait tout simplement 1 plus 2 sur 3, soit 5 tiers. Si au contraire vous étudiez un gaz formé de molécules plus compliquées, vous voyez qui ne sont pas seulement des axes, mais qui forment comme des petits repères, par exemple comme le méthane, CH4, eh bien, pour caractériser l'orientation d'une molécule, il faudrait cette fois-ci pas seulement 2 paramètres, mais 3 paramètres pour caractériser l'orientation du solide dans l'espace. Et c'est ce qu'on appelle les 3 angles de l'air. Et donc, l'indice adiabatique de gamma, dans ce cas-là, pour un gaz plus compliqué, comme un gaz
de méthane, par exemple, ce serait 1 plus 2 sur 3 plus 3, ce qui fait 4 tiers. Voilà, donc je trouve ça vraiment remarquable que dans les propriétés macroscopiques du gaz, qu'on peut facilement mesurer, on verra c'est une conséquence sur la vitesse du son, eh bien intervient ce chiffre 2 ou 0 ou 3 qui correspondent à la forme des molécules. Donc il y a une sorte d'émergence à notre échelle de caractéristiques complètement atomiques ou moléculaires et qui semblent appartenir à un autre monde, le monde microscopique, et pourtant se manifestent de façon macroscopique, sans qu'on le sache, à travers, on le verra, l'indice gamma qui se manifeste avec la vitesse du son. Voilà, je ne vais pas commenter ce dernier paragraphe, qui est une remarque historique, mais très intéressante, et j'ai donné des liens pour avoir plus d'informations, mais je vous encourage à la lire. Ça concerne la découverte par Euler des équations de mouvement, mais aussi une autre remarque sur le fait que les équations de mouvement des fluides de Euler ou Navier-Stokes sont considérées actuellement comme un problème parmi les plus compliqués en sciences. Voilà, ici, c'est un lien vers un cours de physique statistique où on explique la loi des gaz parfaits. C'est dans le TD, vous pouvez le voir, le TD numéro 2. Il y a l'énoncé et ensuite les solutions pour trouver la loi du gaz parfait.